cadre de santé, c'est gérer du quotidien, c'est être présent auprès des équipes, c'est pouvoir accompagner. Mais il y a quand même des petits trucs en plus qui peuvent aider à ce que le métier de cadre de santé soit plus agréable à vivre que aujourd'hui des recommandations scientifiques sur les soins. Ben moi, j'ai envie que demain elles soient écrites par des soignants qui pratiquent les soins. Il y a un attrait pour la formation, mais il y a surtout un attrait pour la recherche et l'innovation. Bienvenue dans le temps de la relève. Je suis Marie-Noëlle Tissier, professionnelle de santé et engagée à donner la parole à celles et ceux qui agissent pour transformer notre système de santé. Soignants, managers, chefs d'établissement, entrepreneurs, ils viennent tous nous partager leurs projets, leurs initiatives et nous expliquent pourquoi cela fonctionne. La relève est en marche, alors on ouvre le micro. Quand on est cadre de santé, on pilote des plannings, on gère des tensions, on absorbe les urgences. Mais parfois, une idée s'invite. Une intuition, un doute sur une pratique, un sentiment qu'on pourrait faire autrement. Et si ce point de bascule, c'était le début d'un projet de recherche? Et si la recherche, au lieu d'être réservée à quelques experts, devenait un outil concret de management, de sens et de fidélisation pour nos équipes soignantes? Mon invité aujourd'hui, Benjamin Julien-Michel, a fait ce pari. Cadre de santé, il a co-construit un kit de formation à la recherche testé sur le terrain et désormais accessible à tous. Bonjour Benjamin. Bonjour Marie-Noëlle, bonjour à tous. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Donc dans cet épisode, je te propose qu'on parle de parcours, de transmission, mais de transformation aussi, d'idées nées souvent dans un service, de cadres à mon avis qui vont se redécouvrir et surtout des équipes qui changent. Et qu'on plonge ensemble dans ton aventure collective tout autour de la recherche en soins. Donc, on a un beau programme pour cet épisode. Mais avant toute chose, je vais te laisser te présenter. Donc, moi, je suis infirmier de profession initiale. J'ai commencé en psychiatrie, puis en rééducation. J'avais vraiment ce souhait d'avoir un parcours diversifié avant de pouvoir évoluer vers d'autres fonctions. Rapidement, je suis passé sur du management. J'ai fait l'école des cadres de santé à Marseille. J'ai pu faire un master 2 en gestion des ressources humaines. Et après cette formation, après avoir fait du management sur le terrain en psychiatrie, je me suis orienté vers la partie formation, où j'ai découvert en fait la richesse que pouvait avoir la pédagogie dans le management. Et je pense que c'est un des points de départ justement à ce parcours que j'ai eu professionnel pour accompagner ces évolutions, mais aussi le quotidien finalement en tant que cadre de santé. Parce que comme tu l'as très bien dit, cadre de santé, c'est gérer du quotidien, c'est être présent auprès des équipes, c'est pouvoir accompagner. Mais il y a quand même des petits trucs en plus qui peuvent aider à ce que le métier de cadre de santé soit plus agréable à vivre, parce que c'est des carrières qui sont longues et avec une charge mentale qui est non négligeable. Et donc du coup, voilà, la pédagogie a vraiment pu amener cette notion-là finalement de comment amener les choses aux équipes. Et du coup, en 2019, j'ai souhaité évoluer vers des fonctions un peu plus transversales. Et j'ai eu la chance d'intégrer l'équipe de la direction coordination générale des soins du CHU de Nîmes. Donc, l'établissement pilier pour nous dans le Gard, aussi bien en tant que premier employeur, mais aussi en tant que premier réseau pour le soin, le support du GHT. Donc, c'était vraiment une chance d'intégrer cette équipe-là pour accompagner différents projets. Et c'est de là qu'a commencé ma dernière aventure professionnelle à l'hôpital. La recherche, c'était quelque chose dont tu avais parlé pendant, on va dire, tes études d'infirmier. Parce que moi, tu vois, par exemple, très clairement, c'était quelque chose, vraiment, je l'ai découvert il y a vraiment quelques temps. C'était pas du tout... Alors, je sais pas si c'était quelque chose qui n'existait pas auparavant, mais moi, j'ai fait mes études en 2004-2007, donc c'est vrai que ça remonte un peu. Mais en tout cas, jamais abordé. Alors c'est vrai que moi, la recherche, j'avais pu la découvrir pendant mes études d'infirmier. Pareil, moi, j'ai fait mes études d'infirmier entre 2006 et 2009, donc sur l'ancien référentiel. On avait ce fameux travail de fin d'études où on faisait voilà, le fameux TFE et qui hante encore les nuits de nombre d'étudiants, que ce soit infirmiers ou paramédicaux. Et voilà, ce partage finalement de moments assez douloureux, ce qui est très dommage. Et je pense que c'est un des axes importants à travailler aujourd'hui.
Et donc voilà, j'avais touché du doigt ce côté où on pouvait faire de la recherche en tant que soignant. J'avais la chance à l'époque de collaborer avec infirmier.com et donc d'avoir aussi cette appétence pour me documenter. Alors, ça va faire rire les plus jeunes qui regarderont le podcast, mais à l'époque, un TFE fait sans Internet parce que, voilà, entre bibliothèque et livres, on peut faire un travail d'étude. Et donc, du coup, l'école des cadres, pour le coup, avec un parcours universitaire, m'a permis de voir encore une autre partie de la recherche, beaucoup plus en sociologie, et déjà a pu accompagner ces interrogations. En étant jeune professionnel, jeune cadre de santé, puisque j'avais moins de 30 ans quand j'étais à l'Institut de formation des cadres, je me suis questionné sur ces questions de génération qui nous hantent tous. Les nouvelles générations sont différentes, c'est pas les mêmes, ils ont pas les mêmes approches. Et donc moi, voilà, j'ai découvert la recherche par cet axe-là et finalement, est-ce que les générations sont vraiment différentes en tant que génération à manager? Donc je vais spoiler de suite le résultat. Pour moi, non. Il y a des différences individuelles, mais il y a surtout un aspect génération lié à la société, plus qu'autre chose. C'est-à-dire que je suis pas certain que ce soit l'année de naissance qui définisse une génération. Mais par contre, la période dans laquelle les gens travaillent a un fort impact sur ceux qui vivent et on l'a vu pendant la période du Covid. Donc la recherche, je l'ai approchée à ce moment-là. Et c'est aussi pour ça, je crois, que j'ai voulu aller travailler en institut de formation en tant que formateur pour justement pouvoir continuer à avoir, voilà, cette partie recherche, cette partie veille, finalement qui m'anime encore aujourd'hui, puisque même en ayant rejoint le cycle préparatoire à l'EHESP aujourd'hui, il y a quand même cette veille documentaire au quotidien. Il y a cette appétence pour avoir c'est quoi les nouvelles pratiques, c'est comment on pourrait faire différemment. Et je pense que c'est là le cœur de la recherche. C'est à partir des idées qu'on peut avoir sur le terrain. Et finalement, est-ce qu'on pourrait ou pas changer les choses et les faire évoluer, mais pas juste parce que j'ai l'impression que ça marche mieux, mais vraiment en s'appuyant sur des données probantes. Ouais, tout ce on va dire un peu un côté un peu plus méthodo justement sur tout ça. Moi je reviens, tu vois, à ton parcours, le management, c'est quelque chose finalement que tu as touché assez rapidement. Tu as exercé toi en tant qu'infirmier pendant combien de temps? En tant qu'infirmier, du coup, ça va faire 3 ans et demi, 4 ans à peu près d'exercice en tant qu'infirmier. Et après cette évolution finalement vers le management. Et Mmh. c'était quelque chose, tu avais vraiment une appétence, enfin tu savais que, rapidement tu avais envie justement de pouvoir, voilà, toucher un petit peu plus, le rôle du manager en santé? J'ai eu la chance de recroiser une formatrice, que j'avais eue comme formatrice à l'école d'infirmiers qui m'avait dit: «Mais un jour tu me l'avais dit que un jour tu serais cadre». Je m'en rappelais pas sincèrement, c'est elle qui me l'a rappelé. Et je pense que oui, cette appétence en tout cas pour, ce côté de leadership, de pouvoir accompagner les évolutions. J'ai eu la chance sur mon premier poste finalement de participer à l'ouverture d'un service, c'est-à-dire une création de nouvelles unités avec, une équipe qui était composée de professionnels arrivant de différents services. Alors on était en psychiatrie, donc c'était un centre spécialisé en psychiatrie, mais j'ai eu la chance déjà, voilà, de commencer ce côté des groupes de travail. Comment on pourrait accompagner les étudiants avec, en plein pendant la réforme, du coup, parce que j'étais diplômé en novembre 2009 et les premières promotions arrivaient avec la réforme. Il y avait les réformes derrière des hospitalisations sous contrainte qui sont arrivées et du coup, ça a déjà été un premier pas dans finalement comment on pourrait accompagner, travailler en équipe. Et du coup, je me suis dit: moi, c'est ce qui me plaît, d'accompagner les professionnels dans leur pratique». Alors j'aime beaucoup le soin, j'aime beaucoup le contact avec, les patients, les résidents. Mais voilà, j'avais ce côté-là où finalement, comment je peux accompagner différemment? Et je pense, en toute humilité, ce côté de et comment je pourrais faire changer quelques éléments du soin? Alors c'est pas en changeant tout, mais voilà. Qu'est-ce que je pourrais amener de plus au système de santé? Parce que je pense que derrière tout manager, il y a quand même un attachement fort, notamment à l'hôpital public, à la défense des valeurs du service public et de comment on peut accompagner dans un monde qui est contraint, qui est complexe et qui fait aussi la richesse de l'hôpital, de comment on peut accompagner les évolutions et à chacun à son échelle, on peut changer des petites choses et en tant que manager, comment montrer à chacun justement qu'il peut changer des petites choses dans son quotidien. Je te rejoins, tu vois, sur le côté, ce que tu disais sur le fait que tu avais, pu, en première expérience, faire ça sur une ouverture de service. Alors je sais pas si c'était plus facile, mais moi, tu vois, pour l'avoir vécu un peu comme toi, c'est vrai que ça te permet aussi de façonner, de tester, tu vois, certaines choses et de te dire: «Bon, bah, voilà, il y a tout à faire, je pars de zéro. Au moins, bah, voilà, il y a pas d'historique,
on verra bien. C'est, après bon, par contre, voilà, tu plonges quand même dans l'inconnu total, hein, donc Ça et je pense que justement la richesse vient aussi de ce côté. Alors j'irais un peu aussi, à l'inverse de ce que tu dis. C'est que justement il y a pas un historique, il y a des historiques quand on crée un service et je pense que c'est aussi la force en tant que manager et c'est un levier sur lequel j'insiste beaucoup, notamment quand j'accompagne les faisant fonction cadre de santé ou des futurs, prétendants au poste de management. C'est, n'oubliez jamais qu'avant vous, il y a eu une histoire et on peut pas arriver quelque part en disant: «Je vais tout changer». Parce que ce qui est fait aujourd'hui, ce qui a été fait hier, beh, ça a été fait avec les éléments qu'on avait à un moment donné. Et c'est vrai que souvent on entend, dans les prises de poste de: «Ah ben oui, de toute façon, on le connaît, ça marchait pas, on sait pourquoi ça marchait pas». Beh, peut-être qu'avec les éléments qu'il avait à l'époque, ça pouvait pas marcher autrement. Et je pense que d'avoir ce côté très, très humble de dire: beh, plutôt que de critiquer, on va chercher qu'est-ce qui a amené à. Et cette bascule de plutôt que d'aller chercher le pourquoi, d'aller chercher le comment. Comment on en est arrivé à une organisation qui est celle-ci? Quels ont été les choix qui ont été faits? Et justement dans cette ouverture de service, quand on s'est retrouvé entre infirmiers avec des aides-soignants, des agents de services hospitaliers, des médecins psychiatres, la carte de santé a créé l'unité, beh, chacun a amené un peu de sa spécialité. Ceux qui arrivaient de plutôt autour des patients en psychiatrie plutôt chroniques ont pu amener cette connaissance des personnes, cet accompagnement. Ceux qui arrivaient des soins aigus, beh, justement c'est une manière de comment on peut contenir différemment, les patients. Ben oui, il y a des formes de contention physique, mais il y a pas que ça. Et je pense que cette richesse finalement, heu, j'avais vu une conférence de Sylvain Odinowski qui est chef de chœur et qui utilisait l'idée de la boule à facettes. Mais je pense que les managers, c'est un peu ce côté-là. C'est aller chercher toutes les facettes et se dire: «Beh, comment on les fait rayonner ensemble pour pas qu'elles partent, chacun dans son sens et de les mettre dans une stratégie globale». Et je pense que c'est une force qu'on peut avoir aujourd'hui, dans un système de santé. moi j'avais entendu un podcast, pas du tout de la santé, mais où l'invité parlait de la zone de génie de chacun, tu vois? Et moi je reste persuadée qu'on a tous nos zones de génie, et c'est important déjà d'arriver, tu vois, toi, à te les identifier. C'est pas évident, hein, quand même, pour chacun. Et puis, bah, justement, que ton manager, bah, il arrive lui aussi à identifier toutes ces zones et puis, bah, voilà, à te faire grandir, à te faire évoluer et surtout, bah, bien entendu, pour moi, c'est l'essence même, hein, mais de prendre du plaisir aussi dans ta fonction. Puisque finalement, c'est quand même ça le but aussi de voilà, de pouvoir s'épanouir dans un poste et encore plus dans la santé où je pense que voilà, il y a quand même un autre angle, je suis toujours pas très à l'aise, tu vois, avec le mot vocation, mais je pense que c'est quand même un métier qui a énormément de sens derrière et voilà, c'est un peu différent. Hem, donc rapidement, tu passes, on va dire, cadre de santé, manager. Tu nous en as un petit peu parlé, mais tu as été en IFSI aussi, c'est ça? Mmh, c'est ça. Là, c'est une toute autre approche puisque tu sors quand même du côté, ultra terrain parce que quand tu es cadre, bah, tu restes quand même dans le très opérationnel. Comment tu as perçu, quand tu es arrivé, tu vois? Est-ce que tu as eu des difficultés sur cette prise de poste en IFSI ou pour toi ça a été vraiment une évidence de te dire: «Je vais pouvoir, voilà, transmettre tout ce qu'on a pu me transmettre moi pendant mes études»? Alors, une évidence, ça serait, prétentieux de dire une évidence, mais en tout cas, ça a été une continuité sur mon parcours parce que, pour moi, la force que peuvent avoir les IFSI, c'est justement de ne pas être déconnecté du terrain. Mmh. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, être formateur en IFSI, c'est pas tant donner ses savoirs, c'est aller aussi chercher les pépites et ces fameux talents dont tu parlais juste avant, sur le terrain, pour que eux viennent accompagner les étudiants et travailler cette façon de les autonomiser. Et c'est là que j'ai retrouvé moi le management quand j'étais à l'IFSI. C'est-à-dire que finalement, comment j'allais pouvoir accompagner chacun vers cette autonomie professionnelle, faire ses choix, en effet, repérer, c'est quoi ses forces, c'est quoi ses faiblesses. Et finalement, comment les forces vont aider à changer les faiblesses en axe d'amélioration, puis après aussi en force. Et il y a ce côté où souvent on a tendance à opposer quand on se retrouve en IFSI entre, il y a ceux qui, oui, travailleront aux urgences, ceux qui travailleront en EHPAD. Et finalement, moi, j'étais plutôt surtout valorisons ceux qui veulent travailler aux urgences, valorisons ceux qui veulent travailler en EHPAD, valorisons ceux qui veulent faire du libéral, valorisons ceux qui veulent aller en intérim. Mais par contre, accompagnons-les dans ces parcours. Et du coup, à l'IFSI, j'ai vraiment eu ce côté-là d'accompagner la réflexion de chacun. Et tu parlais de trouver les talents, les forces de chacun. Et moi, je suis aussi attaché à ce qu'on va appeler les zones de conflit.
Parce que pour moi, un conflit entre personnes, des gens qui sont pas d'accord, justement, de là va aussi pouvoir se créer des choses. Et on a tendance des fois, en tant que manager, en tant que formateur, en tant que professionnel sur le terrain, à vouloir éviter le conflit. Sauf que pouvoir se dire, je fais un premier travail, je le présente à mes collègues et ils vont pouvoir me le critiquer, c'est de là que va naître la richesse. Si tant est que la critique, elle soit construite et qu'elle soit accompagnée. Et je pense qu'en IFSI, il y a ce côté-là qui m'a beaucoup plu, de dire, il y a des erreurs, mais ensemble, on va trouver comment les corriger. C'est pas juste dire c'est bien, c'est pas bien, le stylo rouge, c'est pas le but. Le but, c'est comment chacun va pouvoir se créer, tout en ayant en tête derrière aussi que c'est un métier qui est exigeant. La vocation, pareil, je suis pas forcément fan de la vocation. En tout cas, c'est un choix qui doit être fait, de vouloir travailler dans la santé, d'apprendre à travailler au contact. C'est des études qui sont à forte charge émotionnelle. À la fois, la charge parce que, quand je suis dans une équipe en stage, je vais absorber ce que vit l'équipe. Je vais absorber ce que me donnent les patients, ce que me donnent les usagers. Et en plus, je vais devoir absorber ma propre charge parce que, je suis étudiant. J'ai peur parce que, il y a des notes, il y a des évaluations. Et tout ça, c'est aussi, en tant que formateur, quelque chose qui est accompagné. Et je pense que c'est la richesse de ce poste formateur qui aujourd'hui doit évoluer avec l'universitarisation et en tout cas avec un aspect terrain et formation. Je fais partie de ceux qui sont convaincus qu'on gagnera dans les IFSI à avoir des professionnels qui soient à la fois sur le terrain et en formation, que ce soit pour accompagner de la recherche, que ce soit en pratique transversale, ou je pense à des professionnels qui travaillent dans l'hygiène, de pouvoir à la fois enseigner, faire des cours sur l'hygiène, mais en même temps d'avoir le pied avec les professionnels du terrain. Pour parler hygiène, ça sera toujours plus concret pour les étudiants qui arriveront sur le terrain pour justement pas être déconnectés. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a plu, moi, dans ces années que j'ai fait à l'IFSI, ce côté où, voilà, chaque enseignement, finalement, avec les professionnels, comment je vais pouvoir le travailler, comment je vais pouvoir apporter du sens aux pratiques. Parce que on est sur des professionnels aujourd'hui qui viennent et qui cherchent le sens. Mais si le sens à l'IFSI, c'est faites comme je vous ai dit parce que c'est comme ça que c'est écrit, vous devez faire comme ça, demain on a des professionnels qui arrivent déjà frustrés sur le terrain. Et donc je pense que c'est la richesse des IFSI ils y travaillent clairement et on peut que saluer le travail qui est fait dans les IFSI, ce côté de mettons aussi en place des TD qui ressemblent au terrain. Parce que le TD où j'ai tout le matériel sous la main et où j'ai juste à faire 3 mètres pour récupérer le matériel qui me manque, c'est pas la vraie vie. Il faut que je sache dire à un patient, là, je n'ai pas le matériel. Je vais revenir. Comment je sécurise mon patient? Et tout ça, c'est vraiment une démarche de réalité. Parce qu'on parle de simulation, on parle de de simulation haute fidélité. Mais finalement, il faut vraiment que ces simulations soient inspirées du terrain. Et je pense que pour que ce soit inspiré du terrain, il faut qu'il y ait les professionnels, mais aussi les usagers. Et je pense qu'intégrer les usagers en IFSI, moi, quand j'étais en IFSI, ça se faisait pas forcément beaucoup. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une vraie force parce qu'on a des usagers qui veulent y aller, rencontrer les étudiants, qui veulent parler du handicap notamment. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des pères professionnels, enfin des professionnels, des usagers, mais que j'appelle par lapsus des professionnels, parce qu'ils savent témoigner de ce qu'ils vivent et comment on peut les accompagner d'eux. Ouais. Ouais, je te rejoins complètement, tu vois? Enfin, moi, c'est très parlant pour moi parce que durant, en tout cas, moi, mes études d'infirmière, alors, voilà, ça remonte à quelques années, mais c'est vrai que moi, j'avais ce sentiment de déconnexion un petit peu du terrain. Alors, tu as eu aussi cette chance-là de vivre les MSP, toi aussi, qui me hantent encore la nuit sûrement. Mais c'est vrai, tu vois, que moi, j'ai ce souvenir et je sais qu'en plus, c'est une de mes formatrices et je sais qu'elle va écouter ce podcast, c'est mon ancienne formatrice. Un jour, j'avais, un Lovenox, tu vois, à faire et donc je prends, comme une bonne étudiante en MSP, le chariot, le container, tu vois? Vraiment, je prends tout le matériel et là, elle me regarde, elle me dit: «Mais est-ce que vraiment, dans la réalité, tu vas le faire comme ça? Ou est-ce que là, tu me fais ça juste pour me faire plaisir?» Et elle m'a dit: «Non, moi, ce que je veux voir, c'est dans la réalité, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu as pas un quart d'heure, hein, pour aller faire un Lovenox, c'est pas vrai. Donc fais-moi la réalité». Et c'est vrai que moi, ça m'avait marquée parce que c'était une des seules MSP où j'avais eu l'impression, tu vois, je me rappelle encore, Oui, ça remonte, heu, de vraiment, être évaluée sur quelque chose de réel et vraiment quelque chose de concret et pas, voilà, des choses qui sont complètement, fausses, et qu'on a malheureusement tous fait à mon avis durant nos MSP, quoi. mais c'est une vraie réalité et je pense que là aussi la recherche va pouvoir amener ce côté de pragmatisme Mmh. dans la formation. Parce que alors moi, un peu à l'image de ton exemple, ce qui m'a toujours marqué, moi, c'est le pliage des compresses. Parce que j'ai pas cette chance d'être fort en pliage de compresses et j'ai encore des souvenirs de mon stage en ORL où il fallait faire des découpages de compresses et au bout d'un moment, quel sens on y mettait à faire une compresse en parachute plutôt que plier en 4?
Et du moment que les règles sont respectées finalement, qu'est-ce qui nous importe? C'est que notre patient il soit en sécurité, que les soins qu'on fasse soient sécuritaires. Et mais après, on va chacun y rajouter des étapes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en plus de ça, on va se dire que mon soin soit le plus éco-responsable possible. Mais ça, pour pouvoir le rajouter, il faut qu'il y ait du sens. Si on est juste dans l'application d'un protocole, ça marche pas. Et là aussi, peut-être que c'est ça qui m'a attiré dans le management. C'est finalement ces protocoles, ces instructions qui sont indispensables aux soins. On a besoin d'avoir des normes à l'hôpital. On a besoin d'avoir des normes même en libéral. Mais par contre, ces normes, elles doivent être faites avec le terrain. Elles doivent être réfléchies avec le terrain pour pouvoir être appliquées. Pour pouvoir avoir un format lisible, c'est une première étape. Et une fois que le format est lisible, pour pouvoir derrière être mis en pratique. Mais c'est pas des normes qui doivent être enfermantes. C'est des normes qui doivent permettre aux professionnels d'agir. On ne doit pas définir, sauf cas exceptionnel, le pliage de la compresse. Et là, je pense que voilà, ces étudiants à qui on norme tellement sur des petits détails et qui finalement se perdent parce qu'ils veulent tellement coller à la pratique. Et c'est ce que tu dis avec ta MSP, avec le chariot et les 3 poubelles et je dois poser dans un coin, je dois voilà. Et finalement, remettons du sens à la pratique. Et je pense que déjà sur le terrain, les professionnels auront une certaine bouffée d'oxygène. Mais là aussi, le cadre de santé, c'est plus compliqué. Parce que finalement, en tant que cadre de santé, accompagner quelque chose qui est très normé, finalement, tu as respecté la règle, tu as le bon point. Tu n'as pas respecté la règle, tu n'as pas le bon point, tu dois corriger ta pratique. Quand on va dire au cadre de santé, nous, en fait, on veut que vous évaluez que lors de la pose d'une voie veineuse périphérique, il n'ait pas retouché la zone. Après qu'il est pris dans un sens, qu'il est pris dans l'autre, j'ai envie de dire, peu importe, du moment qu'il a respecté la recommandation. Et c'est vrai que ça demande du coup une réflexion supplémentaire en tant que manager, parce que peut-être que dans l'équipe, il va y avoir 4 façons de faire, mais qui au final ne mettent pas en danger les patients, sécuriser pratique, répondre aux normes et permettre d'avoir un étudiant qui va choisir la façon de faire parce que c'est fait en sécurité. Et c'est là, je pense que l'enjeu, et forcément, pour le cadre de santé, c'est notre approche. C'est-à-dire qu'on n'est plus surveillant en chef. On est vraiment ce côté manager. Et le manager, en fait, il est là pour voir la différence dans chacun et s'assurer que chacun, ce qu'il fait, par contre, répond aux normes. Et là, je pense qu'il y a un enjeu fort. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même pouvoir un jour, en tant que cadre de santé, quand on est cadre de santé, pouvoir dire non aussi. C'est-à-dire que en tant que cadre de santé, je suis capable de rappeler la règle et de pas laisser faire ce que veulent les gens. Ils doivent quand même faire ce qu'il y a dans un cadre. Et c'est tout l'enjeu, que ce soit à l'IFSI, que ce soit sur le terrain, pour les cadres de santé, justement, d'accompagner les pratiques avec du sens, en faisant réfléchir les gens dessus. Ouais, je pense que tu vois, l'évolution, moi ça me fait penser avant, moi tu vois, au tout début quand j'avais commencé, à exercer, on parlait pas de cadre, hein, on parlait de surveillant. Moi je me rappelle c'était, enfin quand j'étais infirmière, j'avais, mon surveillant. Heu, c'était voilà, mais c'était pas mon manager, c'était mon surveillant qui me surveillait ce que je faisais. Et c'est vrai que quand même tout doucement, tu sens quand même que ça évolue, heureusement, et qu'on est dans une autre fonction des cadres, et qu'on est beaucoup plus tourné justement sur le côté réflexion, sur le côté manager et cetera et cetera. Toi, tu vois, dans ton vécu, heu, à quel moment, on va dire, la recherche t'a happé? C'est-à-dire, tu étais voilà, tu étais à l'IFSI, je pense que tu touchais à mon avis du doigt, pas mal, tu vois, d'éléments. Et vraiment à quel moment tu as senti que, bah, il y avait quelque chose à faire? Je pense que c'est vraiment la période entre l'école des cadres et l'IFSI. C'est-à-dire qu'on est sur la période là où je finis l'école des cadres, où je suis à l'IFSI et où finalement je me dis que la recherche elle a tout à faire. On est au tout début puisque, je rentre à l'IFSI, on est en 2016. Là, c'est la création, de la commission des coordonnateurs paramédicaux de la recherche. On en entend à peine parler. Mmh. À l'époque, on est vraiment sur les prémices. La recherche en soins commence à se faire entendre, mais on est encore sur ces travaux de fin d'études, avec des volontés souvent assez hautes. Heu et déjà, moi, j'ai eu à cœur de dire: «Beh, allez chercher sur le terrain ce qui vous questionne, vos pratiques». On n'en est pas encore à la méthode scientifique et c'est à ce moment-là, moi, que je commence à me renseigner sur qu'est-ce qui est fait. Les, heu, les appels d'offres, qu'est-ce qu'il existe? Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que ça commence pour moi à me dire: «Mais finalement, les soignants, c'est peut-être les mieux placés pour réfléchir sur leur pratique». Et de là, déjà, je me suis dit: «Beh, je touche du doigt ce qui me plaît, dans l'accompagnement de la recherche, c'est comment le soignant, qui sait ce qu'il fait, c'est lui l'expert, du soin et comment il va pouvoir accompagner l'évolution des pratiques». Et je pense que l'enjeu, il est là en tant que cadre de santé quand on accompagne la recherche et c'est ce qui m'a plu dans cet, accompagnement à la recherche, c'est toi qui connais la pratique. Moi, je vais t'amener de la méthode, je vais t'amener du cadre, je vais t'amener des ressources parce qu'il y a des ressources autour de toi. Mais par contre, c'est à toi de me parler de tes pratiques.
Et je pense que c'est vraiment cette richesse-là qui m'a plu, moi, dans la recherche. Parce que aujourd'hui, des recommandations scientifiques sur les soins, ben moi, j'ai envie que demain, elles soient écrites par des soignants qui pratiquent les soins. Mmh. Je te rejoins. Mmh, On en rit, mais voilà, je pense qu'en effet, ça aurait beaucoup plus de sens. Et puis surtout, on serait dans la réalité et ça, c'est important. Tu quittes l'IFSI, et tu intègres donc le CHU de Nîmes, c'est ça? c'est ça, l'anime. Et Mmh. OK. Comment ça s'est passé? Donc là, je pense que tu as un attachement quand même à tes étudiants. Tu bon, peut-être que pour certains, tu les retrouves en tant que soignant cette fois-ci? Alors quelques années après, je les retrouve. C'est vrai que finalement, c'est plutôt fait sur le tard, les retrouver avec certains étudiants sur le terrain. Donc forcément, il y a une forme de déchirement puisque, comme souvent les mutations, les choses font que ça se fait en cours d'année, parce que j'étais référent de promotion et je laisse aussi une promotion parce que, beh, cette opportunité-là qui se propose et j'évolue. Après, je garde contact avec, les étudiants sur la fin de leur parcours. J'ai pu assister à leur diplomation et à la fin de leur parcours à distance. Mais voilà, il y a vraiment ce changement finalement de posture, c'est-à-dire qu'en intégrant une équipe, de direction des soins, on change totalement. On est vraiment dans l'accompagnement des projets, l'accompagnement des opérations, l'accompagnement des cadres sur le terrain, mais aussi des pratiques. Et du coup, c'est vraiment un changement de posture avec différentes missions qui me sont confiées et vraiment cette volonté, voilà, pour en revenir à ce qu'on disait au tout début, cet aspect pédagogique d'accompagnement, plus l'aspect nouvelles technologies qui se font de plus en plus prégnantes. Je pense que là aussi, il y a un chantier important pour les cadres de santé, pour les managers, mais aussi pour les professionnels paramédicaux sur le terrain. Mais finalement, comment on intègre? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des outils et comment on va accompagner ces outils sur le terrain? Et là aussi, finalement, ça a été tout l'enjeu sur, ce poste-là, d'accompagner les pratiques, de donner du sens aux pratiques et d'accompagner différents projets, au cours du parcours. Donc, tu rentres, on va dire, dans, voilà, tout ce qui est projet de recherche, c'est un peu, voilà, toute cette histoire de kit de formation que, tu as pu co-construire, aujourd'hui. Quelles ont été un petit peu les prémices de tout ça? Est-ce que tu étais encore en poste ou tu as fait ça en parallèle? Comment ça s'est passé? Parce que c'est vrai que de se dire, «On va faire un kit de formation justement, pour, tous les cadres de santé, de France», ça reste quand même une sacrée ambition. Donc, comment on va dire, l'idée a un petit peu germé? Mmh. En fait, alors tout par l'idée. Donc sur le poste que j'ai rejoint, la direction des coordinations générales des soins du CHU, j'avais le titre de coordonnateur paramédical de la recherche et donc le coordonnateur paramédical de la recherche, en fonction des établissements CHU, mais aussi de plus en plus, de centres hospitaliers et également les centres, de lutte contre le cancer, développent ces postes-là. Son but, c'est à la fois d'accompagner les professionnels sur le terrain, dans leurs projets de recherche, dans leur formation à la recherche, dans la création finalement d'une dynamique recherche sur l'établissement, sur le territoire. Et après, il va avoir aussi ce côté d'accompagnement de la politique recherche au sein de l'établissement, avec là aussi, suivant les établissements, différentes implications. Mais moi, j'ai eu la chance de travailler avec la direction recherche, de travailler avec des partenaires sur l'établissement. Et en lien avec mon poste, je faisais partie donc de la commission nationale des coordonnateurs paramédicaux de la recherche. Il faut savoir que cette commission, en fait, dans les CHU, il y a ce qu'on appelle la conférence des directeurs généraux de CHU, qui se réunit régulièrement. Heu, il y a aussi la conférence des PCME, et cetera. Et dans la conférence des directeurs généraux de CHU, il y a la conférence des coordonnateurs généraux des soins et ressources humaines. Et finalement, en fait, la commission des coordonnateurs paramédicaux de la recherche, on est une sous-commission liée à ces commissions-là. Et donc, on se retrouve à plusieurs coordonnateurs paramédicaux de la recherche de France, travaillant en CHU, avec cette même volonté, c'est-à-dire une dynamique commune. C'est-à-dire qu'on part du principe que si quelqu'un a fait quelque chose de bien chez lui, ben, le but, c'est qu'il le partage pour que derrière, finalement, on n'ait pas à le refaire. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous a animés avec mes collègues et qui nous anime encore aujourd'hui, parce qu'on pense que ça sera vraiment la force pour dynamiser la recherche, c'est de ne pas travailler en silo, chacun chez soi. On n'est pas là pour être pour être des carriéristes. On n'est pas là pour, voilà, la partie recherche, on est vraiment là pour la développer ensemble. Et si chacun part de son côté, de toute façon, ça ne marchera pas. Et donc, on a travaillé des outils. Il y a un livre blanc de la recherche paramédicale qu'ils avaient commencé à écrire autour des années 2016-2017, qui a été publié,
qui propose des grands axes sur comment justement développer la recherche paramédicale en France. Il y a la fiche métier coordonnateur paramédicaux de la recherche qui a pu être publiée au répertoire des métiers. Donc, il y a eu des petites étapes comme ça. Et après, justement, pour aller sur l'histoire de ce fameux kit de formation, on se retrouve, alors chaque année ou tous les 2 ans, il y a ce qu'on appelle les journées francophones de la recherche en soins, qui ont lieu de façon habituelle à Angers. Et donc, pour la petite histoire, je monte en train depuis Nîmes à Angers et sur LinkedIn, une collègue publie que dans son établissement, elle a fait une formation à la recherche pour les cadres de santé sur comment accompagner la recherche. Et donc, elle l'a fait de façon assez classique, cette formation, en faisant un appel d'offres, en cherchant un organisme. Et donc, j'arrive à Angers et je dis à cette collègue, mais en fait, cette formation-là, est-ce qu'on pourrait pas la faire nous? Parce que finalement, on est coordonnateur paramédicaux de la recherche, on a un pied sur le terrain et est-ce qu'on pourrait pas l'accompagner? Et donc, on de fil en aiguille, on en parle. On en parle à nos collègues en séminaire de la commission. On se dit, et si on se lançait? Et de là, naît un groupe de travail. Et donc là aussi, dans la force de ce groupe de travail, c'est qu'il va réunir 6 CHU. Donc chacun, en fait, c'est dans nos établissements, en lien avec nos missions, qu'on va pouvoir travailler à ce projet. Donc on va retrouver donc moi pour le CHU de Nîmes qui pilotait le projet. Il y avait ma collègue du CHU de Reims, Caroline Cerniclet. Il y avait l'assistance publique hôpitaux de Marseille, avec Pierre-Henri Allaire. Il y avait le CHU de Montpellier, avec Sophie Benz. Il y avait le CHU d'Angers, avec Axel Chavanon. Et il y avait le CHU de Dijon, avec Christelle Pénécou. Et finalement, on va travailler tous ensemble pendant 1 an et demi, 2 ans, pour créer ce kit de formation. Et donc là, on va repartir, on va faire de la recherche bibliographique. On va aller voir sur le terrain quelles sont les attentes des cadres, quelles sont les attentes des directions des soins, des directions de recherche. On va retravailler avec eux. Quelles sont les méthodes pédagogiques qui plairaient aux cadres? Parce que là aussi, est-ce qu'une formation descendante, c'est ce qu'il faut encore aujourd'hui pour des cadres de santé? De plus en plus, pour les professionnels, on dit ben non, il faut changer les modes de formation. Et les cadres, finalement, est-ce qu'on change leur mode de formation? Et donc, du coup, voilà, on a travaillé tout en distanciel, parce que forcément, en étant aux 4 coins de la France, c'était plus facile. Et le Covid était passé par là, donc on avait appris à travailler en distanciel. Et du coup, on a créé ce kit de formation petit à petit, un peu à l'image des kits qui peuvent être diffusés par l'Omedit, par les CEPIAS, c'est-à-dire vraiment le côté clé en main, conçu par des professionnels de terrain pour tout le monde. Donc ce kit, il regroupe à la fois tout ce qui va être support pédagogique, support de diffusion, un guide du formateur, etc. Et il a été testé auprès de différentes équipes de cadres. Donc on l'a testé à Angers, on l'a testé à Marseille, on l'a testé à Nîmes. Il a eu et du coup, de différents retours qu'on a eus, on a pu l'améliorer. Associé à ce kit, parce qu'on est un peu des passionnés de recherche, Pierre-Henri Allaire de la PHM et Axel Chavanon ont monté un projet de recherche en lien avec le kit de formation pour évaluer finalement son impact. Parce que c'est bien de diffuser une formation, mais encore faut-il qu'elle ait un impact. Et les résultats préliminaires qu'on a pu présenter à Lille pour les journées nationales de l'ANSIM, l'association des cadres, montrent qu'il y a vraiment un impact de cette formation, qu'il y a une évolution des connaissances, une évolution des pratiques, même s'il faut les accompagner au quotidien. Et la formation a encore eu lieu en début de semaine au CHU de Dijon. Et donc, du coup, voilà, ce kit de formation, finalement, c'est comment des professionnels vont travailler ensemble pour l'ensemble de la communauté des établissements de santé. Parce que ça évitera que chacun ait à retravailler. Et il y aura une base, en tout cas, qui sera construite. Chacun peut y prendre ce qu'il veut dedans, soit tout, faire la journée complète de formation, soit des morceaux, qui soient en IFSI, qui soient en IFCS, qui soient formateurs de kiné, formateurs, peu importe, j'ai envie de dire. Le but, en fait, c'est de semer les graines. Et donc, on a ce côté-là de dire, voilà, prenez-le, voyez ce que vous voulez en faire. Et c'est vrai qu'on voit que quand on en parle avec les cadres, il y a vraiment une attente, justement, de cette formation à la recherche, pour eux, changer un peu leur façon de manager. Concrètement, enfin, quand vous l'avez présenté justement, à Lille, comment ça a été accueilli? Moi, je suis assez curieuse, tu vois, de voir, les cadres en tout cas qui étaient là. Est-ce que c'est un projet qui leur parle? Ou est-ce que, tu en as où vraiment ils ont découvert, qu'on pouvait faire de la recherche? Comment ça a été vécu? Alors, c'était assez, stressant comme pari de le présenter, voilà, devant des cadres de santé. La première question qu'on se posait, c'est: «Est-ce que des cadres seraient intéressés?» Parce que c'était un atelier. Donc du coup, en fait, c'était sur, inscription, volontaire au choix entre plusieurs ateliers. Donc déjà, quand on a vu la salle pleine, on s'est dit: «Ah ouais». Déjà, rien que le titre, c'est c'est un premier pas, ça attire. Donc déjà, c'était, en fait, on a eu un accueil très positif. Et c'est ceux qui étaient alors, j'avais la chance de faire cet atelier avec Caroline,
Cerniclet du CHU de Reims qui était très impliqué aussi dans le projet. Et donc, du coup, on lui a vraiment donné une dimension, cet atelier participatif. Parce que notre formation, c'est aussi ça, c'est de faire participer les gens, de changer un peu les codes. Et forcément, en début d'atelier, quand on a demandé au cadre comment il ferait pour accompagner un projet de recherche, avec vraiment de la situation très, très classique, on a eu les premiers mots, les premiers éléments irritants. Le temps, la formation, la culture. Tous ces éléments, mais qu'on a à chaque fois qu'on parle recherche, à chaque fois qu'on parle évolution des pratiques, à chaque fois qu'on parle innovation. Et du coup, on a accompagné finalement la réflexion des cadres. Et à la fin, il y avait ce côté-là de dire: «Ben oui, on y croit à votre bouffée d'air que vous proposez avec la recherche». Parce que nous, c'est vraiment comme ça qu'on l'accompagne, c'est-à-dire qu'à la fois le cadre va pouvoir faire réfléchir les professionnels sur ses pratiques, en accompagnant la recherche, va pouvoir proposer une nouvelle façon de voir le travail, va pouvoir là aussi révéler les talents, les trouver, les accompagner, les autonomiser. Mais lui aussi, finalement, en se mettant là-dedans, il va changer ses habitudes de travail. Et une fois qu'il aura stabilisé les tensions du quotidien, il va avoir ce moment-là où il va travailler autrement. Et l'accueil a été très positif du coup par les cadres qui étaient présents à l'ANSSI, mais je les remercie vraiment pour leur participation parce qu'on les a fait questionner sur finalement et quand vous rentrez demain, de quoi vous allez pouvoir travailler. Et il y a à la fois tous les échanges qu'on a pu avoir en atelier et tous les échanges en off derrière de moi j'ai pensé à ça. Et c'est vrai que tous les cadres présents, donc on avait cadre sup, on avait les directeurs de soins, ont montré un intérêt pour. Parce que justement, ils ont vu que la recherche pouvait changer leur pratique à eux aussi. Donc je pense qu'il y a vraiment tout intérêt à développer cet axe dès les écoles des cadres, parce que ça sera aussi un enjeu fort. Parce que c'est aussi de là que part le kit, c'est qu'on se rend compte que les cadres de santé, sans eux, on peut pas faire de la recherche dans le service. On a besoin que le cadre de santé soit impliqué aussi bien dans la recherche médicale que paramédicale. De toute façon, en recherche clinique dans une unité de soins, si le cadre n'est pas impliqué, d'ores et déjà, on va avoir des difficultés. Mais pour qu'il soit impliqué, il faut qu'il comprenne. Il faut qu'il participe. Ça peut pas être un projet qui est monté sans lui. Pour nous, on défend le fait que le cadre de santé, à chaque étape du projet de recherche, il a un rôle à jouer. Mais ce rôle, s'il le connaît pas, mais ça va être plus difficile de le jouer. Et donc, du coup, on cherche à comment on peut l'accompagner, à connaître juste ce qu'il faut et à se rendre compte qu'il va être un facilitateur du projet de recherche. Et ce rôle de facilitateur, les cadres, ils l'aiment. Parce que là aussi, ça les change des habitudes. Là où ils sont plutôt celui du planning, celui qui rappelle, celui qui voilà, ben là, il va faciliter. Et je pense à des échanges qu'on a pu avoir, à la fois que j'avais eu sur le terrain déjà et que j'ai pu reavoir à Lille, ce côté de et finalement, si c'était ça l'outil pour travailler la qualité. Parce que, pareil, l'injonction, de la certification. Il la faut, on en a besoin aujourd'hui de la certification pour avoir des établissements de qualité. Mais souvent, ce vécu sur le terrain du cadre qui arrive, qui dit: aujourd'hui les experts arrivent, rangez tout». Et non, c'est pas ça la qualité. C'est surtout pas ça justement la qualité. Il faut pas que ce soit ça. Et là, la recherche peut aussi amener finalement les professionnels à s'impliquer dans leur pratique, à chercher différemment les choses. Mais pour ça, il faut que les cadres soient outillés pour le faire et qu'ils puissent être accompagnés. Alors, forcément, je vais défendre le rôle des coordonnateurs paramédicaux de la recherche qui ont ce rôle-là de pouvoir accompagner les cadres, de pouvoir leur dire ce que tu as pointé sur ton parcours de soins que tu penses problématique, ben, en effet, tu le penses problématique, mais vois-le surtout avec les professionnels de terrain. Fais cibler les problèmes par les professionnels de terrain. Et du coup, voilà, c'est vraiment le retour qu'on a eu aux journées d'Ansim, ce côté-là de, oui, il y a un intérêt, il y a un attrait pour la formation, mais il y a surtout un attrait pour la recherche et l'innovation paramédicale. Et je pense que c'était vraiment l'objectif qu'on avait, de pointer ça du doigt. Et si les 100 cadres qui ont participé à l'atelier retournent chacun avec une idée, et pareil, s'ils ne craignent, peut-être qu'ils feront pas tous la formation dans leur établissement, peut-être qu'ils feront pas tous de la recherche, mais en tout cas, ils auront entendu des choses. Et c'est vrai que moi, sur mon parcours, ça m'a pas mal nourri. Ces éléments qu'on entend par-ci, par-là. Et un jour, on s'en sert. On sait pas comment, on sait pas pourquoi, mais ah oui, j'avais entendu ça un jour. Et c'est vraiment l'intérêt de ces rencontres avec les professionnels. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Tu vois, pendant que tu nous racontais, tu vois, Lille et cetera, moi, vraiment, tu vois, il y avait plein de choses qui se remettaient dans ma tête de situations vécues. Je pensais pas encore, tu vois, m'en rappeler et pour autant, tu sais, ça redevient ça reprend son sens, en fait. C'est, le fameux faire des liens, tu sais, qu'on te racontait quand tu étais à l'IFSI, c des fois, tu le ressors un petit peu, quelques années après. Concrètement, je suis cadre de santé. Je suis dans un hôpital public en France.
qu'est-ce que je dois faire? J'ai peut-être pas de coordinateur dans mon CHU parce que je pense que malheureusement ça existe. Qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau? Est-ce que je dois demander des autorisations? Est-ce que je dois passer par mon directeur de soins? Ou est-ce que je peux aller regarder ce kit de moi-même? Si je suis cadre de santé dans une unité, le mieux c'est de commencer à dire: «J'ai entendu parler de ça». Et je pense que c'est le premier conseil qu'on peut donner et c'est valable pour beaucoup de choses. Alors là, on en parle pour ce projet-là et c'est avec plaisir qu'on en parle, mais je pense qu'on pourrait le parler pour tous les guides professionnels qui sortent. C'est-à-dire, est-ce que tu as lu ça toi aussi? Parce que, ces fameux temps informels autour d'un café, autour d'un voilà, où on va se dire, voilà. Donc en tant que cadre de santé, déjà, c'est se dire: «J'ai vu ça». D'en parler à deux trois collègues. Peut-être qu'avant d'aller voir, d'en parler avec sa direction ou avec son voilà, déjà deux trois collègues pour être plusieurs. Puis petit à petit, en effet, il va falloir monter les échelons pour aller en parler à cette direction des soins. J'ai vu cette formation qui se fait. À tel endroit, ils l'ont fait. On a des retours probants qui disent que ça peut changer les choses. On peut aussi voir en lien avec les différents projets d'établissement. Est-ce que c'est écrit dans le projet de soins que la recherche, il faut la développer? Si c'est pas écrit, comment je vais pouvoir le travailler? Si j'ai un coordonnateur paramédical de la recherche, c'est la voie d'or. Si j'en ai pas, en effet, ça va être ma direction des soins. Après, tous les établissements publics sont rattachés à ce qu'on va appeler les GIRSI, les groupements interrégionaux de coordination. Et donc, du coup, il y a ces professionnels-là qui peuvent rejoindre. Et après, il y a LinkedIn. C'est-à-dire que sur LinkedIn, il y a la page de la CNCPR. Et donc, il est possible de contacter la CNCPR par ce biais-là. Et du coup, nous, à la CNCPR, derrière, ils pourront faire les liens, en fait. C'est-à-dire que ceux qui gèrent la page pourront orienter vers le coordonnateur peut-être le plus proche. Et je vois ce qui se passe sur la PHP où on a une collègue qui est présente à la CNCPR, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire, contactez cette personne-là parce que elle pourra vous faire le relais. Les coordonnateurs paramédicaux ont accès au kit de la formation, donc peuvent le diffuser aussi. Et après, voilà, il y a ce réseau-là qui peut se faire. Ça peut passer par moi aussi, par LinkedIn, et je ferai le relais auprès des collègues de la commission. Mais voilà, première étape, en parler autour de soi pour essayer de pas être tout seul, même si c'est pas toujours facile à vendre la recherche, notamment dans les établissements où il n'y a pas la culture. Et après, voilà, en parler avec sa direction des soins, sa direction de la recherche, s'il y en a une, et petit à petit, aller au contact de la CNCPR ou du coordonnateur paramédical le plus proche. Après, à voir pour ceux qui sont dans des GHT, il y a forcément un établissement qui connaît peut-être la recherche, qui a peut-être un professionnel qui connaît. Donc voilà, les liens, il faut réussir à ouvrir les portes. Je pense que ça fait partie des messages clés aussi pour les cadres de santé. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai voulu faire cadre et après accompagner les cadres sur le terrain. C'est ce côté-là de, il faut essayer d'ouvrir les portes. Quand on a une idée, dans un cadre qui est toujours respectueux et surtout pas à l'encontre de l'institution, mais en tout cas, on peut innover de l'intérieur, on peut accompagner les choses dans les institutions en tant que cadre de santé, du moment qu'on les accompagne correctement et qu'on respecte les codes des institutions. Si par contre je suis, dans un établissement privé, associatif, ou en ESPIC ou, sur du privé lucratif même, Hein, mais que je suis hyper intéressée, est-ce que ça marche pareil? ça marche pareil. Le kit, il a pas de restriction de diffusion. Que je sois, en établissement privé lucratif, non lucratif, que je sois en groupement d'EHPAD, parce qu'on en a rencontré aussi, à Lille, il y a aucun souci. Après, c'est comment je vais pouvoir l'utiliser et c'est pour ça qu'à l'intérieur du guide, il y en a des recommandations de mise en place, à la fois en termes de nombre, en termes de matériel nécessaire et c'est vrai que, il va falloir quand même trouver un groupe de 6 à 15 personnes, cadres de santé, à créer. Donc après, c'est comment je vais pouvoir le faire, soit dans mon établissement, soit en regroupant différents établissements. Mais il y a pas de souci, en un institut de formation des cadres de santé, ça peut aussi s'adapter. Il est plus fait pour des cadres qui managent sur le terrain plutôt que des cadres formateurs, mais il peut aussi s'adapter à. C'est-à-dire que le kit, finalement, nous, la seule limite qu'on a mis au kit, c'est qu'il ne doit pas être utilisé à des fins lucratives. Ça, c'est la limite qu'on y a mis, c'est-à-dire que, il est alors c'est, une licence qu'on va appeler Creative Commons, c'est-à-dire qu'il est à disposition. Il est en PowerPoint modifiable. Donc, on peut y ajouter le logo de son établissement. Il y a des éléments à modifier, à changer. Si je veux élever le niveau, je peux élever le niveau. Si je veux faire que des morceaux, je peux faire que des morceaux. Par contre, je ne peux pas vendre le fait de réaliser cette formation. Et ça nous tient quand même à cœur parce qu'une des limites qu'on a aujourd'hui à mettre en place des formations dans les établissements, au-delà du temps et de la disponibilité, c'est des fois la question du coût des formations. Et là, en fait, ça va plus être comment je vais pouvoir utiliser le réseau, soit mes ressources internes, soit des ressources dans l'établissement voisin,
pour faire la formation. Et nous, on est assez convaincus que du compagnonnage peut se jouer. C'est-à-dire que moi, pour l'exemple, je suis allé faire la formation à Marseille, à l'assistance publique. Pierre-Henri, qui est à l'assistance publique, est venu faire la formation à Nîmes. Et donc, finalement, nos établissements sont gagnants-gagnants parce qu'ils ont eu une formation qui, sur le plan de formation, a coûté rien ou un petit peu de matériel et qui est qualitative. Et c'est ces échanges-là qui ont eu lieu. Caroline de Reims est allée à Angers, Angers est allée à Dijon. Et je pense que ce maillage, il va pouvoir se créer, finalement. Mais là aussi, c'est pas une formule à laquelle on est habitué. Et au tout début, quand on a dit on allait faire ça, oui, mais administrativement, comment on fait? Et donc, c'est aussi des éléments qu'il faut prendre en compte. C'est est-ce qu'on peut pas faire bouger les lignes et se dire que demain, on peut faire de la formation inter-établissement? Est-ce qu'il vaut mieux avoir 3 personnes formées dans un établissement ou 8 dans un GHT? Complètement. Et puis c'est surtout qu'on pourrait se reparler ensemble. C'est ça qui est fou, c'est que ça te permet de, tu vois, de créer un peu cette communauté de soignants qui vont pouvoir échanger sur leurs problématiques, etc. Et de garder contact et de pouvoir échanger. Moi, je pense que c'est hyper important de recréer un petit peu tout ça. Alors c'est vrai que le Covid est passé par là, ça nous a pas aidé, mais même en distanciel, on peut créer des échanges. Hein. Il faut être clair là-dessus. Hem, Est-ce que tu vois, tu aurais un exemple de, on va dire, de projet de recherche, abouti peut-être ou en cours à nous raconter pour que ce soit peut-être plus parlant pour, certains cadres qui nous écoutent, tu vois? Et qui seraient intéressés par faire, voilà, déjà cette formation-là, et de pouvoir mettre en place un projet. Qu'est-ce que ça peut apporter, tu vois, aux cadres, aux équipes, au terrain? Ça peut vraiment apporter, un changement de vision et une autre approche. Et c'est vrai que alors, il y a un exemple de projet de recherche que je cite, souvent moi, il y avait un infirmier qui en psychiatrie se disait, «J'ai l'impression que les patients qui reviennent, ce sont les consommateurs de toxiques». Et il en parle avec ses collègues là et cet infirmier, que je salue si jamais il regarde le podcast, a en fait un parcours avant universitaire. Et donc de là, il est rentré petit à petit et il a dit: «Beh, je vais regarder. Est-ce qu'il y a vraiment une corrélation entre réhospitalisation et consommation de toxiques?» Et met en avant en effet qu'il y a une corrélation et ça, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait. Au niveau international, tout le monde se doutait que la consommation avait des effets sur les maladies psychiatriques, on le sait, mais que ça avait un impact sur les réhospitalisations, on l'avait pas forcément. Et donc il a publié en international son étude, il a pu aller là dans des congrès la présenter. Et une étude comme ça, finalement, ça nous apporte quoi? Sur le terrain, en tant que cadre de santé, c'est une étude qui va pouvoir changer l'accompagnement des pratiques. Finalement, ce test qu'on fait à beaucoup de patients à l'entrée en psychiatrie, est-ce qu'ils consomment ou pas? À quoi il nous sert? Est-ce que c'est juste administratif? Est-ce que c'est juste un impact sur les thérapeutiques? Ou c'est aussi réfléchir à, ben, attention, on sait qu'il y a un impact. Et donc, comment je vais accompagner mon parcours? Comment je vais faire repenser mon hospitalier en psychiatrie? Et ça, en fait, le rôle du cadre, derrière, dans la dynamique, c'est de l'accompagner à différents niveaux. C'est-à-dire que lui, en termes de management, heu, des admissions, des sorties, l'accompagnement des séjours, il va pouvoir le travailler. Auprès de ses équipes, c'est travailler à la sensibilisation. Le test que vous faites, quel sens il a? Comment je l'accompagne? Comment je voilà. Les équipes en elles-mêmes, comment elles font évoluer leur pratique? Comment elles travaillent le relais avec la ville? Et je pense que c'est vraiment l'enjeu qu'on va avoir sur les projets de recherche. Et c'est vrai que celui-là, il a ce côté où il part du terrain, il part de la réflexion d'équipe, il produit des données probantes et on s'y appuie dessus. Et c'est vrai qu'on le voit, ces publications paramédicales ont souvent ce côté-là, c'est qu'elles vont pouvoir avoir différents impacts, à la fois sur la prise en charge pure clinique et paramédicale, mais aussi avoir un impact finalement sur le management et l'évolution des pratiques. Et je pense que c'est là le cœur. Et on pourrait penser à des projets en hygiène hospitalière où finalement on met en place plein d'outils. Et comment on mesure l'impact de ces outils? Est-ce qu'on le mesure au fait que les gens s'en rappellent encore quelques temps après? C'est un premier niveau déjà. Est-ce que à court terme, alors on le fait dans toutes les formations, évaluation avant, évaluation après, est-ce qu'ils ont appris des choses? Est-ce que finalement à 3 mois, on retourne pas sur le terrain refaire ça, plus refaire un audit des pratiques? Et finalement, est-ce que je vais pas pouvoir prouver que des formations courtes sous ce format-là, ça a un impact supérieur à une formation faite autrement? Mais du moment que je m'appuie sur une méthodologie scientifique, éprouvée et objective, alors voilà, il y a aussi cette lutte contre le fake qu'on connaît dans les sciences de façon générale. Mais vraiment, voilà, du moment que j'y vais avec, ben, je vais voir
et surtout, si ça marche pas, je vais le dire. Et je pense que en étant au comité de protection des personnes, c'est quelque chose que je porte aussi. Ce côté où il faut valoriser les résultats négatifs au projet de recherche. Pourquoi? Parce que si ça peut éviter que derrière, quelqu'un refasse le projet ou mette en place finalement une pratique qui a été prouvée qui n'avait pas d'impact positif sur la prise en charge, tant mieux. Et c'est vrai qu'on a un peu peur souvent de publier des résultats négatifs à un projet de recherche. Et d'autant plus en tant que cadre de santé, on peut se dire non, non, mon équipe, ça n'a pas marché, je veux pas montrer que ça n'a pas marché. Ben si, montre que ça n'a pas marché. Montre que, en tout cas, l'étude faite comme ça, avec ces indicateurs, et voilà, n'a pas montré d'effet notable. Parce que si ça peut éviter qu'il y ait des investissements qui soient faits, qu'il y ait de l'argent public qui soit investi, qu'il y ait des patients qui croient à des pratiques qui finalement n'ont pas d'effet, ben là, tu auras démontré. Et c'est vrai que je pense que la recherche a aussi peut-être ce côté-là, de passer aussi sur de la véracité des faits. Et je pense que c'est aussi notre rôle, dans les établissements publics notamment, de pouvoir accompagner cette évolution-là. C'est-à-dire, je fais de la recherche, oui, mais je fais de la recherche pour montrer ce qui marche, mais aussi ce qui ne marche pas. Et c'est pas le plus facile à manager. On n'est pas vraiment content quand les résultats qui sortent vont pas dans le sens qu'on veut, mais au moins, on a l'honnêteté de dire, voilà les données. Ouais, puis comme tu disais, ça combat quand même énormément aussi, tu vois, les X idées reçues qu'on peut avoir, en disant, «Si, si, ça, c'est sûr» et puis, bah, là, tu peux apporter une vraie réponse scientifique. Donc, finalement, tu luttes aussi, tu vois, contre les fake news et autres, qui, à mon avis, peuvent pourrir aussi, les vies d'établissements parce que, les rumeurs prennent vite, tu vois, on va dire, ça peut s'étendre, en fait, très rapidement. Et là, tu apportes quand même quelque chose de concret. Heu, tu as eu l'impression parce que moi, tu vois, quand on a échangé la première fois, c'était un peu la première chose auquel j'ai pensé, que, des équipes qui sont amenées, tu vois, dans ces projets de recherche, tu as l'impression que ça leur permet aussi de se comment dire? Recentrer un peu sur leur pratique, redonner un peu de sens et est-ce que alors avec peut-être beaucoup d'ambition, mais heu, tu as l'impression que ça apporte un peu une clé sur tout ce qui est attractivité et fidélisation des métiers de la santé? Clairement. Je pense que alors il y a eu des publications qui ont été faites pour le coup, qui mettent en avant l'aspect attractivité, de la recherche. On le voit finalement, je vais l'inclure en tant que cadre de santé à cet environnement qu'on va pouvoir créer. Pour moi, le leadership, c'est cette capacité à créer un environnement qui fait qu'on est bien pour travailler. Que j'ai pas tout le temps en tête de: «Est-ce que je vais avoir droit, à mes congés?» Parce que, en tant que cadre de santé, j'ai respecté, les règles, j'ai donné voilà. Il en mars, avril, mai, juin, il va pas réfléchir à ses congés parce que, le 31 mars, je lui aurais dit que oui, cet été, il pourra partir. Et je pense que la recherche va permettre aussi ce côté-là, d'inclure les gens dans la, longueur, dans le temps. Parce que, il faut pas le cacher et on le cache pas, nous, au cadre de santé, quand on les forme. La recherche, ça prend du temps. La recherche, c'est pas quelque chose qui est très rapide, où j'ai une idée, je vais trouver la réponse. Sachant que on n'est pas là forcément pour trouver une réponse, on est là pour trouver des pistes qui vont nous permettre d'y répondre. Et donc oui, alors l'attractivité, oui, parce que, on va pouvoir mettre en avant des éléments motivationnels, de la formation pour les équipes autour de la recherche, des pratiques innovantes, aller en congrès. Parce que quelqu'un qui va produire des éléments, il va être appelé pour venir en parler. Et on a des exemples, je pense à un manipulateur radio, je pense à un aide-soignant qui ont fait des congrès internationaux. Et quand vous avez un aide-soignant, de votre établissement qui est allé, en congrès à l'autre bout du monde ou un manipulateur radio qui va à Chicago, présenter ses résultats, mais forcément pour les autres, ah ben oui, si je travaille là et que je m'implique, peut-être que moi aussi un jour je pourrais. Et ça aussi, en effet, la question du sens va permettre de travailler la fidélisation des professionnels. Parce qu'ils vont se rendre compte que travailler dans ce service, c'est pas juste aller faire des soins. C'est faire des soins, mais c'est aussi réfléchir et on va aussi créer la possibilité d'y réfléchir. Et là aussi, le cadre va avoir un rôle fondamental, en plus de tout l'ensemble de la gouvernance. Mais de pouvoir dire, là, je vais t'accorder du temps. Là, on va le travailler comme ça. Si on construit le projet de recherche, et le coordonnateur paramédical de la recherche va y contribuer, on va prévoir du temps paramédical. On va prévoir du temps pour que toi, infirmier, tu puisses aller faire les entretiens, tu puisses aller faire les inclusions, tu puisses derrière avoir du temps pour participer. Et ça, c'est aussi le rôle du cadre. Parce que qui mieux que le cadre, avec les professionnels de terrain, peut dire ça prend tant de temps. Parce que, voilà, une prise de sang faite par un professionnel pendant un projet de recherche, ça prend du temps. Est-ce que c'est du temps en plus? Est-ce que c'est du soin courant? Et je pense que là, il y a un enjeu. Et là aussi, les professionnels, ils vont être sensibles à ça.
s'ils voient que l'encadrement, que la gouvernance accompagne leurs projets, les valorise, les met en avant, les accompagne notamment sur tout ce qui est poster scientifique. C'est vrai que ce soit au début, pendant et à la fin des projets, on a ce côté-là où on va présenter sous forme de poster les résultats. Et cette présentation-là, nous, on a tendance à dire, il faut l'utiliser plusieurs fois. Et donc, on va faire un congrès, on va faire une présentation en commission des soins, une présentation dans le hall de l'hôpital. Voilà ce qu'on fait dans notre hôpital. Et ça, je suis étudiant, je ne sais pas où je vais travailler. Aujourd'hui, on le sait, il y a différents facteurs qui rentrent dans les recrutements. Il va y avoir certes le temps de travail, les conditions de travail, les services. Mais finalement, si là, je peux y aller et faire autre chose que du soin, peut-être que je vais y aller aussi. Parce que si je suis tech de labo et qu'en plus de technique et d'études, je vais pouvoir faire aussi participer à un projet de recherche, faire évoluer les pratiques. Et qui sait, peut-être qu'il y aura une passerelle qui fera que demain, je travaillerai dans un labo INSERM en tant que technicien de labo, et peut-être que ça me donne d'autres perspectives. Et je pense que c'est là tout l'enjeu. Et pour les infirmiers, forcément, participer à un projet de recherche, ça fait partie des voies d'or pour derrière faire des pratiques avancées. Parce que entre 2 CV à l'entrée de l'université pour faire des pratiques avancées, s'il y en a un qui a contribué à un projet de recherche, d'autant plus financé, d'autant plus qui a publié, et un qui n'en a pas fait, mais peut-être qu'il va y avoir un enjeu. Donc oui, la recherche, elle attire, elle rend les hôpitaux magnétiques. La recherche, elle fidélise parce qu'elle inclut dans le temps les projets et parce qu'elle donne envie, je pense, de rester. Ouais, moi je suis tu vois, enfin, j'espère en tout cas, tu vois, que tous ceux qui nous écoutent, se disent, «Mais moi j'ai vraiment envie», tu vois? Enfin, moi je sais que ça me motiverait. Moi au tout début de ma carrière, j'étais beaucoup en dialyse et je me rappelle que j'avais fait alors c'était pas un projet de recherche bien sûr à l'époque, mais on l'avait fait nous, c'était un peu notre outil maison, mais on avait présenté des résultats, sur une technique de dialyse particulière. Et je me rappelle, mais cet engouement, tu vois, du service quand, on a su qu'on avait été sélectionnés pour, pouvoir, parler à ce congrès-là et cetera, c'était incroyable. Et on avait pu rayonner et on portait l'établissement et tu vois, même en tant que marque employeur, hein, c'est énorme pour un soignant de se dire, «Je suis pas médecin, mais pour autant, moi, j'ai aussi le droit, tu vois, d'aller à des congrès, en tant que soignant». Et ça, je pense que c'est hyper important parce que souvent, malheureusement, tu as beaucoup de congrès, mais les soignants n'y vont pas. Mmh. Et donc là, c'est l'occasion de pouvoir aussi, montrer, qu'est-ce que vous savez faire, de montrer que vous avez aussi cette capacité de réflexion et bien sûr, d'apporter autre chose dans vos pratiques. C'est indispensable. Mmh. Demain, c'est quoi pour toi, tu vois, cet aboutissement, d'avoir pu, en tout cas, avec voilà, tous tes autres collègues, coordinateurs, d'avoir pu, on va dire, créer ce kit? Heu, Toi, tes projets aujourd'hui, tu en es où? Est-ce que tu vas rester justement coordinateur et porter encore, voilà, tout ce que vous avez pu mettre en place à travers ce kit de formation? C'est quoi la suite? Alors, pour moi, la suite, elle est un peu elle va se faire petit à petit à distance de ce projet puisque du coup, je suis en détachement du CHU de Nîmes et j'ai rejoint un cycle préparatoire pour, évoluer vers le concours de directeur d'hôpital. Donc je suis en train justement de finaliser le concours et de le préparer. Donc du coup, j'ai passé la main, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau coordonnateur paramédical de la recherche, au CHU de Nîmes qui a rejoint également du coup la commission nationale et pareil, le pilotage du kit a été transmis à à une autre collègue de la commission nationale. Mais voilà, c'est en tout cas, moi mon parcours maintenant, c'est de le suivre un peu à distance et voilà, de contribuer en tout cas à ce qu'il finisse de rayonner. Parce que pour moi, quand on a été pilote, de ce type de projet, je me voyais pas le 30 septembre, dire: voilà, vous avez le bébé, Allez. continuez». Donc oui, j'ai, avec toujours cette volonté de dire: allez-y, continuez, portez-le». Mais voilà, en tout cas, j'y garde, un œil attentif dessus pour que, il puisse rayonner et clairement, ça a été l'enjeu du congrès à Lille et j'espère aussi que le podcast attirera des cadres qui ont envie de se lancer dans l'aventure et des établissements qui veulent le suivre. C'est vraiment l'enjeu là maintenant, c'est d'en parler, de dire ça existe, de parler du métier de coordonnateur paramédical de la recherche parce qu'il est essentiel et il doit être reconnu, dans les établissements à sa juste valeur. Il doit être présent sur l'évolution des diplômes des paramédicaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parler de la refonte, alors on parle beaucoup de la refonte des infirmiers, mais petit à petit, c'est tout. Pour moi, les coordonnateurs paramédicaux de la recherche des CHU sont des personnes qui peuvent contribuer à cette évolution-là.
parce que ça doit se faire avec le terrain. L'université a totalement sa place. Les sciences infirmières ont totalement leur place, mais il faut aussi que les coordonnateurs paramédicaux de la recherche soient écoutés, parce que sur le terrain, 3 ans après, c'est nous qui aussi seront là pour accompagner les professionnels dans leur projet de recherche. Donc voilà, maintenant je m'en détache petit à petit. Et voilà, le but c'est que les gens en entendent parler par différents canaux pour pouvoir derrière avoir envie de le diffuser, d'en utiliser peut-être un petit morceau ou juste de le lire. Et on verra bien ce que fait la graine si elle fait pousser un arbre. On mettra de toute façon en description de cet épisode tous les liens pour prendre contact, pouvoir télécharger le kit. Dans quelques années, tu te vois où, Benjamin? Alors, vu le parcours que je suis actuellement, je me vois forcément dans des fonctions de direction hospitalière. Alors après, c'est vrai qu'il faut aussi être directeur d'hôpital. C'est pas que être directeur général, et loin de là. C'est aussi tous les directeurs dans les différentes directions des hôpitaux. C'est la même formation initiale. Donc c'est bien aussi de le dire et de le diffuser. Donc voilà. Après, pas forcément dans ma région, mais peut-être dans ma région, j'ai ce côté-là de voir aussi les opportunités qui vont se présenter. On a la chance d'avoir une école d'études en santé en France, d'avoir un parcours de stage, d'avoir différentes approches. Donc, dans le management, c'est sûr. Dans le management de quoi? Je pense que ça dépendra des opportunités. Mais en tout cas, voilà, ça sera nourri par mon parcours et les rencontres que je vais pouvoir faire encore durant ces années Mmh. de formation. Mais oui, dans un établissement, en lien avec un établissement public de santé, ça c'est sûr. Benjamin, on a une question un peu rituelle dans ce podcast, pour clôturer un peu l'épisode. C'est on a pu avoir la chance en tout cas de t'avoir et de pouvoir, vraiment avoir une réflexion sur, sur tout ce projet de recherche que tu as pu porter avec tes autres collègues bien sûr et moi je te remercie beaucoup d'avoir, bien voulu en tout cas nous le partager. Mais toi tu as, encore beaucoup de relations, tu as travaillé avec beaucoup de personnes. Est-ce que tu aurais un ou plusieurs professionnels, ou acteurs de terrain dans la santé que tu aimerais, toi, entendre dans ce podcast? Question qui est toujours compliquée parce que on veut froisser personne en l'oubliant. Oui, ça va être difficile de faire une liste exhaustive. Comme ça, j'en ai 2 qui me viennent en tête, que j'ai eu la chance de voir. Il y avait un congrès qui avait été organisé pour les cadres de santé à Nîmes en 2024, et j'ai eu la chance qu'ils puissent participer à ce congrès. Et c'est 2 profils très différents et qui, je pense, peuvent amener chacun leur petite touche à l'hôpital. La première à qui je pense, c'est Lise Burgade. Elle est designer de service, designer hospitalière. Et elle aussi, elle est là pour accompagner les établissements dans les périodes à la fois de changement, d'évolution, mais avec de nouvelles approches. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, moi, de participer à une journée de l'ANAP, l'Agence nationale d'appui à la performance, autour justement du management collaboratif et de ses méthodes de design. Et donc, je pense que voilà, Lise, elle a ce côté-là où elle accompagne des projets de terrain, à la fois sur le management, à la fois sur des évolutions de services, à la fois sur des transformations de gros rapports en du concret pour le terrain. Donc voilà, l'aspect design et la pédagogie de Lise. Et la seconde personne à qui je parle, alors qui est totalement différente, c'est Clément Leroy. Clément Leroy, il est psychologue de formation, et il a une petite particularité, c'est qu'il est aussi champion du monde de vélo sur place. Et comment bouger en faisant du sur place, voire même en faisant une marche arrière, parce qu'il a aussi fait un record du monde, je crois pas me tromper en disant record du monde, de marche arrière à vélo. Et il amène justement cet aspect de penser différemment les choses, de voir les opportunités comme des opportunités, et cette forme finalement alors que moi, avec mes mots, je dirais du leadership positif, de l'optimisme, du verre à moitié plein. Et voilà, et je pense qu'il peut aussi inspirer pas mal de professionnels du monde de l'hôpital sur justement ce côté avec une vision un peu décalée, avec un parcours très intéressant. Il a un livre qu'il a coécrit, qui en parle très bien. Donc voilà, je suis comment on peut être dans l'optimisme aujourd'hui dans un monde qui est complexe, contraint, mais si on sait saisir les opportunités, peut-être que ça peut être pas mal. Ouais, et puis en cette période, tu vois, de fin d'année, je pense qu'il nous faut à tous un petit peu d'optimisme et de quoi un peu rêver, même si des fois, voilà, on rêve beaucoup, mais
ça nous fait du bien, je pense aussi, dans nos métiers qui sont, comme tu l'as dit au tout début de l'épisode, émotionnellement lourds. On a besoin aussi de ça et de s'inspirer au quotidien et d'apprendre, toujours apprendre et de se parler. Moi, je pense que c'est indispensable dans nos professions. Merci beaucoup Benjamin, c'était vraiment hyper intéressant. Moi, j'ai bien pris note en tout cas des 2 potentiels futurs invités. Depuis le temps qu'on me parle de design hospitalier, je serais ravie enfin d'avoir quelqu'un qui est spécialiste et qui va pouvoir nous raconter tout ça. Et je suis curieuse aussi de cette personne qui est psychologue et championne du monde de vélo sur place, c'est ça? C'est ça, champion du monde de sur place. Il en parlera bien mieux que moi. Allez, c'est parfait, ça me va très bien. Merci Benjamin, je te souhaite Merci beaucoup. bien du courage pour ce cycle préparatoire et puis qui sait, d'ici quelques années, tu reviens sur le podcast pour nous parler de ton poste de directeur d'établissement. Avec plaisir. Merci Marie-Noël. À très bientôt. Bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté Le Temps de la Relève. J'espère que cet épisode vous a inspiré et donné des clés pour réfléchir ou agir au quotidien. Pour faire vivre ce podcast, il est indispensable de vous abonner, de partager cet épisode autour de vous et de laisser un commentaire. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à mettre en lumière les initiatives et les professionnels qui transforment la santé. Et si vous souhaitez vous aussi partager votre expérience ou vos projets sur le podcast, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez également suivre Le Temps de la Relève sur LinkedIn et Instagram pour ne rien manquer des prochains épisodes et découvrir les coulisses. Je suis Marie-Noël et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode où nous continuerons à explorer ensemble les solutions concrètes pour un meilleur système de santé.